23 décembre 1944, 11h45. Un poste d'observation allemand sur la colline de Senan, en Belgique. Les mains du soldat de la 26e division Volksgrenadier tremblaient alors qu'il ajustait les jumelles à ses yeux, témoin d'un spectacle qui allait changer à jamais sa vision de la guerre. Le 23 décembre vers midi, la météo a finalement cédé la place à la première opération de ravitaillement en vol de l'histoire, 241 avions C-47 traversant le ciel comme une force de la nature imparable. Mon Dieu, le ciel en est plein. Des centaines. Une flotte sans fin, non pas les quelques avions qu'une armée désespérée pourrait improviser, mais une immense armada déchargeant du ravitaillement sur la 101e division aéroportée, encerclée à Bastogne. Jusque-là, le mauvais temps avait empêché toute aide. Mais maintenant, les Américains faisaient preuve d'une supériorité aérienne si écrasante que les plus grandes victoires de la Wehrmacht paraissaient comme de lointains souvenirs d'un passé glorieux. Depuis les postes de siège de la 26e division Volksgrenadier, commandée par le général-major Hasso von Manteuffel, les soldats regardaient avec étonnement fleurir dans le ciel hivernal des parachutes colorés, des rouges transportant des munitions, des bleus contenant du matériel médical, des jaunes remplis de nourriture, des blancs contenant divers équipements. Même la Luftwaffe, à son apogée, ne serait pas capable d'orchestrer une opération de cette ampleur pas depuis le désastre de Stalingrad 2 ans plus tôt. Et là, au-dessus d'une petite ville belge, les Américains ont naturellement démontré une puissance aérienne qui surpassait tout ce que le Troisième Reich avait réalisé dans ses meilleurs jours. Ce ne sont pas les manœuvres tactiques ou la résistance héroïque qui ont scellé le sort de l'Allemagne, mais les preuves écrasantes de la suprématie logistique américaine qui ont transformé les vétérans endurcis de la Wehrmacht en témoins impuissants de l'effondrement inévitable de leur propre empire. L'offensive avait commencé une semaine plus tôt, le 16 décembre 1944, à 5h30, avec un barrage d'artillerie de 90 minutes impliquant 1600 canons le long d'un front de 80 000. L'opération Wacht am Rhein, la garde sur le Rhin, fut la dernière mesure désespérée d'Hitler visant à diviser les forces alliées et à reprendre le port stratégique d'Anvers. Au cours des premiers jours, tout semblait se dérouler comme prévu. Dans la nuit glaciale du 15 décembre, sous le couvert de l'obscurité, les troupes et les véhicules se sont pressés le long des routes étroites et couvertes de glace de l'Eifel vers leur position de départ. Les soldats étaient convaincus que c'était le moment décisif pour l'Allemagne. Le Führer lui-même avait organisé l'offensive, garantissant que les Américains faibles et démoralisés s'effondreraient face à la détermination allemande. Les lignes alliées dans les Ardennes étaient défendues par des troupes inexpérimentées et des divisions épuisées, envoyées au repos. La Wehrmacht avancerait comme une lame, les abattant comme elle l'avait fait en 1940, lorsque la France tomba en seulement 6 semaines. Parmi les forces attaquantes se trouvait la 26e division Volksgrenadier, reconstruite après avoir été décimée sur le front de l'Est. Sous le commandement de l'Oberst Hasso von Manteuffel, c'était une unité décimée, quelques vétérans des campagnes de Russie et de Normandie, mêlés à des recrues de la Luftwaffe et de la marine, transformés en infanterie. Malgré la composition hétérogène, le moral était bon. Les promesses d'armes modernes, d'approvisionnements abondants et l'élément de surprise ont alimenté leur confiance. Et les premiers succès semblaient confirmer chaque mot. Les Américains ont d'abord interprété l'attaque comme une nouvelle contre-offensive localisée. Mais la surprise tactique fut totale. Les positions se sont effondrées. Des unités entières se sont rendues ou ont fui vers l'ouest en panique. Les routes vers Anvers semblaient ouvertes. La course à Bastogne était lancée. Le 18 décembre, les forces allemandes avançaient à une vitesse impressionnante. Manteuffel, à la tête de la 5e armée Panzer, délègue au 47e corps Panzer de Heinrich Frère von Luttwitz la mission de prenez Bastogne avant de traverser la rivière Mosa près de Namur. Les mathématiques de l'offensive étaient simples, cette route principale ont convergé vers Bastogne. Ceux qui contrôlent ces manières domineraient l'ensemble du système d'approvisionnement américain dans les Ardennes. Sans Bastogne, les Alliés ne pouvaient pas déplacer des renforts, ni fournir leurs troupes, ni organiser un contre-alimentaire. Le plan allemand était audacieux mais réalisable, du moins cela semblait. Luttwitz a préparé l'attaque sur un front de 7 km avec 3 divisions, la 26e Volksgrenadier et le 2e Panzer en première ligne, soutenues par la division Panzerlehr. Ce sont des formations expérimentées, assaisonnées dans plusieurs campagnes, et équipées de certains des meilleurs chars et canons d'assaut que l'Allemagne avait toujours. Le 26e Volksgrenadier progressait avec une détermination particulière, son bataillon de chasse au Tann de Panzerjäger avait 14 destroyers de Hetzer sur des tapis roulants et des canons anti-tankers impressionnants de 42-75 mm, ce qui en fait l'une des meilleures unités Volksgrenadier de l'Ardenne. Ils étaient prêts à affronter des contre-attaques blindées américaines et désespérées, n'importe quoi,
sauf ceux qui les attendaient vraiment. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas sont venus à l'approche de Bastogne. Les Américains ne se sont pas battus dans Stampede. Ils se sont retirés de manière organisée, détruisant des ponts, augmentant les blocages, faisant payer les Allemands pour chaque mètre atteint. Des unités telles que le Commande B de la 10e division blindée ont réussi à tenir suffisamment de temps aux Allemands pour que les premiers éléments de la 101e division aérotransport, les Eagles Flagus, arrivent à Bastogne, avec seulement 4 heures d'avantage sur les troupes allemandes. Le 101e était au repos à Reims, en France, lorsque l'offensive a commencé. En quelques heures, ils ont été embarqués dans des camions et jetés dans une course nocturne vers Bastogne. Ils sont arrivés épuisés, mal équipés pour l'hiver et ont été immédiatement jetés dans les tranchées. Mais ils sont arrivés à l'heure. Et cela ferait toute la différence. Jusqu'au 20 décembre, les forces allemandes avaient terminé le siège de Bastogne. À midi du 21, les 7 autoroutes qui ont conduit à la ville ont été coupées. Lorsque la nuit est tombée, il était clair des deux côtés, les forces alliées dans le périmètre, éléments du 101 Aérotransport, le Commande B du 10e blindé, le 705e bataillon de chars et d'autres unités, totalisant environ 22 000 hommes, ont été complètement entourés. Les Américains étaient dans un désavantage numérique de 5-1, ils manquaient d'équipement pour leurs rhumes, leurs munitions, leur nourriture, leurs fournitures médicales et même les commandants seniors, car de nombreux officiers, dont le 101e général Maxwell Taylor, n'étaient pas présents. Pour les Allemands, il était Stalingrad dans les airs. Ce sont maintenant les Américains qui étaient piégés, coupés du monde, condamnés à se rendre ou à anéantir. Le général Bastogne. C'était un spectacle qui a contesté la logique de la guerre. Les soldats allemands, toujours stupéfaits par le son des moteurs qui brisaient le silence du matin gelé, a vu le ciel se transformer en mosaïque de soie colorée. Vert pour les munitions. Blanc pour les aliments. Bleu pour les fournitures médicales. Jaune pour le carburant. Chaque couleur était une promesse, chaque parachute qui a touché le sol, un certain coup à la morale ennemie. Wehrmachtmann, qui quelques heures plus tôt, il riait toujours de l'arrogance américaine en rejetant la reddition avec une simple noix, fit maintenant la scène avec un mélange d'incrédulité et de désespoir. Ce n'était pas un simple ravitaillement. C'était une démonstration du pouvoir. Un message clair, vous avez sous-estimé qui vous êtes confronté. Les Américains ne survivaient pas seulement, ils étaient nourris par le ciel. Alors que les soldats du général Ludwig comportaient des rations maigres et gâtées des bottes de neige, les défenseurs de Bastogne ont désormais dévoilé des boîtes de carration, des grenades, des bandages stérilisés et même des cigarettes. Un luxe dent. Croire pour les hommes qui, 24 heures plus tôt, ont déchiré le cuir de bottes pour tromper la faim. Mais le vrai coup psychologique est venu avec les paquets spéciaux. Parmi les munitions et les conteneurs alimentaires, un parachute a apporté quelque chose d'inattendu, les cadeaux de Noël. Lettres à domicile, chaussettes propres, même de petits pains décorés d'ornements de campagne. Un 101e soldat, lorsqu'il a ouvert une boîte, a trouvé une note manuscrite, des habitants de Cincinnati, n'abandonnez pas, nous sommes avec vous. C'était la guerre, oui, mais c'était aussi la preuve que, alors que les Allemands dépendaient d'une machine de guerre épuisée, les Américains ont combattu le poids d'une nation entière sur le dos. Et puis est venu le son qui a scellé le sort de la bataille. Ce n'était pas le rugissement des réservoirs de Panther ou le tampon des canons de 88 mm, mais les acouphènes caractéristiques du PI-47 Thunderbolt. Les combattants bombardés, finalement exempts des nuages qui les ont gardés sur le sol, sont descendus comme des faucons sur les colonnes blindées allemandes. Les routes qui ont conduit à Bastogne, autrefois encombrées de confiance teutonique, sont devenues des pièges de feu. Les réservoirs ont explosé en cascade, les camions de fourniture sont devenus des torchères humaines. Les pilotes américains, volant si bas qu'il était possible de voir les visages des soldats allemands qui courent en panique, transformèrent le retrait en massacre. À l'intérieur de la ville, le général M.C. Olive, même s'il avait craché un « aller en enfer » élégant en réponse à l'ultimatum, a observé la scène avec une cigarette entre ses doigts. Il n'était pas un homme de grand discours, mais ce matin-là, tandis que le parachute est toujours tombé et que les explosions ont illuminé l'horizon, il a murmuré quelque chose qui résonne dans l'histoire. Maintenant, ils savent ce que c'est de faire face aux salauds du 101e. Les Allemands, qui étaient venus à Bastogne avec la certitude d'une victoire rapide, ont trouvé trop tard qu'ils ne combattaient pas un bataillon isolé, ils frappaient l'esprit d'une armée qui ne comprenait pas le mot impossible. Et le pire pour eux n'était pas encore à venir. Parce que lorsque les fournitures tombaient du ciel, une autre force déplacée par la neige, silencieuse et implacable, le 3e du général Patton armé,
coupant les Ardennais comme une lame chaude dans le beurre. Les Allemands avaient compté sur l'hiver, la fatigue, avec la surprise. Mais ils ont oublié de compter sur une chose, la colère d'un homme qui n'aime pas perdre. Et Patton, plus que quiconque, détestait perdre. Bastogne. La vision de ce parachute coloré descendant du ciel était comme un souffle de vie pour les parachutistes américains. Chaque paquet qui a touché le sol froid était une promesse, ils ne nous ont pas abandonnés. Mais pour chaque soldat américain qui sourit quand il a vu ses charges, un Allemand a senti le poids du désespoir couler dans sa poitrine. Ce n'était pas le dernier soupir d'un bataillon entouré. C'était la plus haute machine Oléadawar au monde travaillant au rythme d'usine, comme si la logistique elle-même était une arme mortelle. Les officiers du renseignement allemand, avec leurs jumelles brandies et pâles, ont tenté en vain de compter ce qui est tombé du ciel. Rouge, grenades d'artillerie, munitions mortelles, balles qui pleuvraient la mort sur leur propre ligne. Bleu, kits médicaux complets, plasma, morphine, tout ce que vos hommes rêvaient seulement d'avoir. Jaune, alimentation D, canettes de nourriture chaude comme leurs soldats mâchaient les biscuits pourris. Blanc, couverture, bottes, gants, équipements que Wehrmacht ne pouvait plus fournir. Vert, radio, batterie, équipements de signalisation, communication qu'ils avaient perdu il y a des jours. Orange, 5 gallons à essence, le sang qui a gardé les réservoirs américains vivants. Jusqu'au crépuscule, un seul bataillon avait déjà 528 000 alimentations, 250 gallons d'essence et un arsenal qui ferait avaler n'importe quel commandant allemand, 286 grenades explosives élevées, 177 phosphores blancs, 201 anti-tankers. Et ce n'était que le début. Multipliez ces nombres pour chaque unité de Bastogne, et ce que vous avez n'est pas un supre. Oh, c'est une inondation. Une marée qui ne pouvait pas être contenue. Mais le soleil n'avait même pas publié à l'arrivée de la prochaine vague. À 14 heures, le ciel rugit à nouveau, mais cette fois, ils n'étaient pas seulement des C-47 solitaires. Ils étaient des planeurs, remorqués comme des comètes de la mort, portant ce que même le parachute ne pouvait pas livrer. 92,4 tonnes d'équipements lourds ont atterri sur la neige de Bastogne, dont 2975 gallons d'essence, des unités chirurgicales complètes, des infirmières, des tables d'opération, des jeeps, de l'artillerie de remplacement et même du sang frais pour les transfusions, réfrigérés et prêts à sauver des vies. L'un des planeurs ne portait que le sang négatif, le donneur universel, un luxe que même les généraux allemands les plus élevés n'étaient pas disponibles. Les médecins de Wehrmacht, observant à travers leurs lentilles froides, ont été paralysés. Alors qu'ils improvisaient avec du papier et des bandages de suture, tout en opérant sans anesthésie, les Américains sont descendus du ciel avec de la pénicilline, du plasma gelé et des équipes chirurgicales complètes. La différence n'était pas seulement technique, une civilisationnelle. Un abîme si profond que tout soldat allemand qui l'a été témoin le savait, au plus profond de l'âme, nous avons déjà perdu. Et puis la machine a engagé le prochain équipement. À la fin de l'après-midi, les équipes de Pathfinder avaient marqué plusieurs zones de libération, et les avions d'approvisionnement sont venus avec une précision d'horloge suisse. L'artillerie américaine n'a même pas attendu que le parachute soit collecté pour commencer à tirer. Des bottes américaines ont lancé avec des munitions qui étaient tombées du ciel quelques minutes auparavant, comme si Dieu lui-même reconstituait ses armes en temps réel. Et puis ils sont venus. Les combattants bombardés. Comme si le spectacle logistique n'était pas assez humiliant, le temps s'ouvrait, et avec elle a renvoyé le cauchemar que les Allemands pensaient à gauche derrière la Normandie, la suprématie aérienne américaine, dans sa forme la plus brutale et implacable. Le PI-47 Thunderbolt est descendu comme des faucons affamés, des mitrailleuses de calibre .50 crachant du feu, des roquettes hurlant sous leurs ailes. Ils ont chassé tout ce qui bougeait. Fournir des camions explosant dans les boules de feu. Canons bloqués par des chevaux, réduits à la viande et au métal torsadé. Véhicules isolés, transformés en cratères fumants. Toute route a tourné un piège. Tout mouvement en plein jour était une invitation à l'annihilation. En une semaine, les divisions allemandes avaient progressé comme s'ils étaient propriétaires d'Europe. En une seule journée, ils ont été paralysés, leurs colonnes d'approvisionnement prises à l'air libre et systématiquement détruites. L'impact psychologique a été instantané et dévastateur. Après 7 jours, se sentant invincibles, les soldats allemands ont été renvoyés à la réalité de 1944, ils ne combattaient pas une armée. Ils combattaient une nation qui pouvait se permettre de gaspiller des centaines d'avions juste pour fournir une division entourée. Lorsque la nuit est tombée le 23 décembre, la transformation des confrontations allemandes était déjà terminée. Ils n'avaient pas assisté à un lancement d'approvisionnement.
Ils avaient vu une puissance industrielle si écrasante qui remet en question la logique. Les comptes étaient simples et terrifiants. Si les Américains pouvaient risquer des centaines d'avions et d'équipages juste pour maintenir une division dans le jeu, quelles réserves ils avaient encore? S'ils pouvaient livrer des centaines de tonnes d'équipements en quelques heures, avec une coordination parfaite, quelle était la véritable limite de votre machine de guerre? La réponse était claire. Il n'y avait pas de limite. Et puis est venu Noël. Le temps s'est retourné, la neige est tombée à nouveau et les Allemands ont osé attendre. Peut-être que la brume les sauverait. Peut-être que la chance leur sourit enfin. La 26e division Volksgrenadier a reçu des renforts, un régiment Panzer Granadero de la 15e division, pour son attaque finale. C'était maintenant ou jamais. Bastogne a dû tomber avant que le ciel ne s'éclaircît à nouveau. Le plan allemand était ambitieux, mais lit de désespoir. Sans suffisamment de troupes et avec le 26e VG épuisé à la moelle, l'offensive se concentrerait sur des points spécifiques du périmètre ouest, puis, plutôt qu'une attaque simultanée. Ils avanceraient du nord-ouest, pariant que les lignes américaines étaient suffisamment faibles pour se briser. Et puis, à l'aube froide du 25 décembre, tandis que le monde a célébré Noël, les Allemands ont sorti leur dernière guerre. 18 Les réservoirs de Mark IV, soutenus par l'infanterie, ont brisé les lignes du 327 TH Planning Infanterie Régiment. Pendant un moment, il semblait que cette fois-ci, ils le pouvaient. Les réservoirs avançaient, l'infanterie s'est déversée à travers la brèche et les soldats allemands ont marché dans la neige, certains que le siège serait enfin brisé. Mais les Américains ne jouaient plus. Armés des munitions qui étaient tombées du ciel 2 jours plus tôt, la réponse a été rapide, précise et mortelle. 2 réservoirs ont réussi à échapper à l'incendie du 463e bataillon d'artillerie, mais ont été anéantis par une force de réaction blindée, envoyée par le siège de la division en quelques minutes. Sur les 18 chars qui ont commencé l'attaque, aucun n'a survécu au crépuscule. Le motif a été défini. L'Allemagne avait joué ses dernières données. Et perdu. Il n'y avait aucun doute, la bataille n'était pas seulement des hommes, mais des machines. Et les chiffres n'ont pas menti. Entre les 26 et 27 décembre, même après la reprise des routes terrestres, les cieux au-dessus de Bastogne sont restés ouverts. Plus de 1113 tonnes de fournitures ont été lancées par R-15000 projectiles d'artillerie, 8000 gallons d'essence, équipement médical pour les blessés, se nourrir pour 15 000 hommes, vêtements chauds d'hiver. Pendant ce temps, de l'autre côté des lignes, Wehrmacht a eu du mal à déplacer un seul train sans être bombardé. La comparaison était brutale. Les Allemands ont entouré Bastogne de 54 000 hommes. Les Américains de la ville 22 000. Mais les chiffres dans les airs étaient encore plus révélateurs, moins de 100 soupirs d'air allemands contre plus de 2000 Américains. Et tandis que le CE-47 a libéré leur contenu sur les parachutistes, la Luftwaffe n'a rien pu livrer par avion. Les généraux allemands eux-mêmes, dans leurs souvenirs et interrogatoires d'après-guerre, ont confirmé ce que leurs soldats savaient déjà au bas de la tranchée. Le général Asso von Manteuffel, commandant de la 5e armée de Panzer, a admis franchement, Bastogne a prouvé que les Américains avaient résolu le problème fondamental de la guerre moderne, la logistique. Ils ont réussi à fournir une force entourée de l'air plus efficacement que l'Allemagne ne pourrait fournir leurs troupes en faisant progresser la route. Lorsque le temps le permettait, sa supériorité matérielle était si écrasante que l'excellence tactique n'a pas réussi à importer. Mais c'était le général Heinrich von Luttwitz, décrit par ses pairs comme un commandant réservé et presque académique, qui a résumé la réalité avec une phrase nette: lorsque ces avions de transport ont rempli le ciel le 23 décembre, tous les soldats allemands qui les ont vus comprenaient une chose: nous ne combattons pas une armée. Horse. Le choc était si profond que même l'apparence des officiers américains les a désorientés. Lorsque le colonel Harry Kinard, chef des opérations de la 101e Aérotransport pendant le siège, a rencontré des généraux allemands après la guerre, ils ont refusé de croire que ce visage presque enfantin était le cerveau derrière la défense. Êtes-vous sûr qu'il n'était pas seulement le commandant d'un régiment? Demanda un déséquilibre officiel allemand. La vérité était pire, Kinard, avec son méthodiste calme, avait orchestré la résistance qui a brisé le moral d'une division Panzer. Et l'effet psychologique se propage comme un feu. Tout au long de l'offensive des Ardennes, des soldats allemands, à être directement témoins, soit par des rapports, sous-brament ce qui s'était passé à Bastogne. Les histoires ont grandi à chaque répétition, mais le Cléo est resté intact, l'Amérique avait des ressources au-delà de la compréhension allemande. L'ironie amère? Ce sont les Allemands eux-mêmes qui,
en entourant la ville, ont forcé les Américains à révéler leur pouvoir. S'ils avaient simplement contourné Bastogne, comme prévu au départ, ils n'avaient jamais vu ce spectacle de règles industrielles absolues. Après Noël, la bataille est devenue un massacre calculé. Hitler tenace exigeait Bastogne à tout prix. Il ne pouvait pas accepter qu'une force entourée non seulement avait survécu, mais il était devenu plus fort que lorsque le siège a commencé. Le 29 décembre, la première division SS Panzer a été jetée dans le carnage. Le 9th SS Panzer, la Führerkorte Brigade, la 167e Volksgrenadier contre les positions américaines maintenant renforcées et reconstituées. La dernière grande attaque allemande le 4 janvier a duré quelques heures avant l'effondrement. Des soldats de Wehrmacht ont attaqué les mêmes collines, une fois et plus, sans gagner un mètre. Chaque assaut n'a fait qu'épaissir les listes de victimes. Ils ne savaient pas, ils pouvaient imaginer, quel Douglas et E-47 qui les a terrifiés n'était que la pointe de l'iceberg. Plus de 10 000 de ce modèle ont été produits pendant la guerre. Les usines américaines crachent des rythmes que l'Allemagne n'a même pas rêvé d'égal. 50 000 parachutistes ont été publiés par les CE-47 dans des opérations telles que Overlord, Dragoon, Market Garden et Varsity. L'histoire a confirmé ce que ces hommes ressentaient dans les tranchées. Les interrogatoires des prisonniers allemands après le 23 décembre ont montré un changement radical. Avant l'approvisionnement en air, ils ont parlé de revers temporaire et de victoire finale. Ensuite, ils ont seulement mentionné la survie et l'espoir que la guerre se terminerait bientôt. Le 101 aérotransporté a perdu 341 morts, 1691 blessés et 516 disparus entre le 19 décembre et le 6 janvier. Entourés, dépassés en 5 pour 1, leurs victimes étaient relativement légères, prouvant que, avec des approvisionnements garantis, même un siège est devenu sans pertinence. La dernière leçon ? Le 101e ne se rendrait jamais car il n'avait pas besoin. Son pays les a nourris par le ciel, transformant l'art millénaire du siège en anachronisme. Des soldats allemands qui ont vu ces 241 avions le 23 décembre, et les vagues de fournitures suivantes, ils ont non seulement le sauvetage de Bastogne, mais l'avenir de la guerre, un avenir où la nation qui a rempli le ciel de machines a décidé du sort des nations. La guerre durerait encore 5 mois. Mais pour ceux qui ont vu le ciel sur Bastogne pour se remplir d'avions américains, elle s'est terminée là-bas. Pas pour le courage, pas par tactique, mais parce que, pour la première fois dans l'histoire, une armée n'a pas pu être vaincue par la faim, le froid ou l'isolement. Les États-Unis avaient enfreint les lois de la guerre. Et lorsque le dernier CE-47 a disparu à l'horizon, ils ont emporté avec eux la dernière illusion du Troisième Reich. Les rapports de ceux qui vivaient cet enfer gelé sont rares comme les arbres qui ont résisté au bombardement. Pas par hasard, celui qui a survécu à Bastogne n'a pas écrit de journaux intimes, il a décrit les testaments de Bâle. Les pages restantes, jaunâtres par le temps et la neige fondue, ne racontent pas des histoires, ils enregistrent des milliers de respirations suspendues entre le tir et l'impact, entre l'ordre et le silence. Mais les chiffres ne mentent pas. Et ils crient plus fort que n'importe quel souvenir effacé par le vent glacial. Chaque date, chaque coordonnée, chaque tonne de fourniture jetée du ciel n'a pas été enregistrée dans la peinture mais dans le sang et les enregistrements militaires que l'ennemi lui-même ne pouvait pas brûler. Les commandants, ceux qui pourraient encore tenir un stylo entre les doigts à froid, ont signé des rapports selon lesquels aujourd'hui, il y a des preuves irréfutables, la 101e aérotransport a non seulement résisté, elle a réécrit les règles de la guerre avec l'entêtement de qui sait que la défaite n'est pas une option mais une trahison de l'histoire. Les statistiques ne sont pas froides. Ils brûlent. Chaque numéro est un homme qui a refusé de tomber. Chaque pourcentage, une promesse tirée sous le feu croisé. Et quand les arcs. Les IVO officiels s'ouvrent, non seulement révèlent des stratégies, ils prouvent le moment exact où l'impossible est devenu inévitable.